Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour. Par nature, le Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, très attaché à sa terre, chacun veut avoir une portion de terre, veut avoir son chai, chacun devant la moindre portion de terre lui appartenant, et il tient d'ailleurs comme la prunelle de ses yeux, au point parfois d'en oublier que la terre appartient après tout à l'État, qui parfois peut être amené à prendre certaines décisions qui suscitent incompréhension ou encore qui paraissent arbitraires alors même que cela est prévu par les textes qui régissent la République. C'est ainsi qu'à partir de mi-août, le mois prochain donc, une réforme fondamentale entre en vigueur au Bénin avec en point de mire le titre foncier qui suscite moult interprétations et beaucoup de supputations, de spéculations surtout. Cela alimente les débats, crée même une atmosphère d'inquiétude, si on peut le dire, dans le rang des populations et particulièrement de celles qui ont des parcelles. La date butoir du 14 août 2023, c'est comme ça qu'on se plaît à le dire. De quoi cela retourne-t-il concrètement? Est-ce qu'on est en droit d'avoir peur d'aborder cette nouvelle ère très imminente et à quoi doit-on s'attendre concrètement? Qui mieux pour répondre à ces interrogations, eh bien, si ce n'est un expert du domaine foncier. Et justement, nous en avons un sur ce plateau de Zone Franche de ce dimanche. Il a nom Daouda Moussé, il est juriste fiscaliste, expert foncier, auteur d'ouvrages et président de l'organisation non gouvernementale Sauvons la Terre. C'est d'ailleurs à ce titre que nous le recevons pour vous ce matin. Daouda Moussé, bonjour et merci de répondre à cette invitation de Zone Franche. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, je ne serai pas seul à conduire cette émission. Avec mon collègue William Cliquant, nous allons passer 1 heure environ pour décrypter l'actualité foncière au Bénin. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Daouda Moussé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Franck, il y a un instant a suffisamment décliné votre identité pour mieux vous faire connaître les téléspectateurs. Je dois peut-être préciser, comme il l'a dit, que vous êtes président d'une organisation non gouvernementale dénommée Sauvons la Terre, un nom très évocateur bien sûr. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous vous recevons dans cette émission. Justement, une date jugée butoir, Daouda Moussé, dont nous nous approchons à grands pas, un peu moins d'1 mois désormais, et qui marquera une nouvelle ère sûrement dans la gouvernance. Dites-nous pourquoi. Une fois encore, merci de m'avoir invité à opiner autour d'une thématique qui fait le vécu des Béninois. Je salue vos milliers de téléspectateurs également. Avant de pouvoir répondre à votre question, je m'en voudrais d'opiner tout à l'heure sur l'introduction de votre collègue qui, entre-temps, faisait comprendre que j'ai cru devoir entendre que la terre appartient à l'État. L'expert que je suis, je voudrais d'abord dire que la collectivité, les collectivités, la société existent avant l'État. Le peuple existe avant l'État. L'État est créé par le colonisateur. Et donc, la terre n'appartient pas, toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. Alors, il faut comprendre donc que les collectivités territoriales, les familles ont des terres. Et la constitution béninoise, et le code foncier et domanial du Bénin le reconnaît en ce sens. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur ça. Cependant, l'État est le garant de la protection des terres au niveau national. Et pour revenir à vous, la date du 14 août 2023, d'ici quelques semaines, disons, sonne comme une nouvelle ère dans la gouvernance foncière et domaniale en République du Bénin. Il faut dire que, contrairement à ce qui s'entend, ce qu'on entend, ce qui se dit partout, 14 août 2023 ne constitue pas une réforme en matière foncière au Bénin, mais plutôt la mise en œuvre des dispositions de la loi. Ça veut dire que nous avons
une loi, un code qui régit le foncier et la domanialité en République du Bénin depuis 2013. C'est le code foncier et domanial. Une loi votée, promulguée, qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce code qui est promulgué depuis 2013, donc, le Bénin a opté pour un régime juridique, celui de la confirmation des droits fonciers, qui aboutit au titre foncier. En termes clairs, pour faire clair, c'est que le Bénin reconnaît que chaque individu est propriétaire légal d'une parcelle, d'un bien immeuble, que ce soit une parcelle nue ou une parcelle bâtie, dès lors que vous avez un titre foncier sur cet immeuble. Donc, le Bénin a opté donc pour ce seul régime juridique. Et c'est depuis 2013 que ces dispositions ont existé. Ce sont des dispositions donc permanentes. Lorsque vous allez dans les dispositions des articles 17 et 18 du Code foncier domanial en vigueur, oui, il est écrit clairement que pour vendre un bien immeuble en République du Bénin, il faut que le bien immeuble, ça veut dire la parcelle nue ou la parcelle bâtie, soit obligatoirement couverte d'un titre foncier. Donc c'est une disposition qui existe depuis la promulgation et la mise en vigueur du Code foncier et domanial. C'est pourquoi je disais que ce sont des dispositions permanentes qui devraient donc prendre corps depuis 2013 et non tout à l'heure en 2014, le 14 août 2023. Alors, le législateur, très intelligent et soucieux donc du bien-être des Béninois, s'est dit, écoutez, j'ai voté une loi sur le foncier et la domanialité en 2013. Alors, pendant ce temps, l'institution qui doit même délivrer désormais les titres fonciers est dénommée l'Agence nationale du domaine et du foncier. La seule institution en République du Bénin qui délivre désormais les titres fonciers. La loi a été votée et mise en vigueur en 2013. L'Agence nationale du domaine et du foncier a été opérationnelle quelques années plus tard, véritablement à partir de 2017. Alors, vous voyez que si on devait mettre les dispositions des articles 17 et 18 automatiquement en 2013 en œuvre, l'agence qui devait même délivrer ces titres fonciers a été opérationnelle 3 ans, 4 ans plus tard. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le législateur a dit « Ok, la loi prend corps en 2013, mais je donne une période dite période transitoire pour permettre aux citoyens béninois de se préparer, de s'informer, d'être sensibilisés, pour permettre à certaines institutions d'être mises en place telles que l'ANDF. Parce que je viens de vous dire que l'ANDF a été opérationnelle en 2017. C'est-à-dire l'institution qui va délivrer les titres fonciers. La loi a été votée en 2013. Est-ce que tous les mécanismes de mise en œuvre de ces dispositions qui doivent prendre corps à partir de 2023, désormais le 14 août, sont désormais tout opérationnels? Et est-ce que le 14 prochain, véritablement, tous ceux qui n'auront pas de titre foncier, comme cela se suppute sur les médias sociaux, dans la rue et un peu partout, seront peut-être dépossédés de leurs terres et tout? Comment ça va se passer concrètement? Oui, effectivement, je vous dis que j'apprécie l'intelligence du législateur béninois parce que, oui, je réponds par l'affirmatif en disant le code foncier domanial a été d'ailleurs, comme je le disais, voté en 2013 et le législateur a dit je donne 5 ans pour que les institutions se mettent en place, notamment l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF, et bien d'autres institutions et aussi telles que les sections villageoises de gestion foncière dans les communes, les sections villageoises de gestion urbaine,
la COGEF qui doivent être mises en œuvre, être opérationnelles, parce qu'avant d'aller au titre foncier, il faut avoir certains documents présomptifs de propriété qui se délivrent dans les communes. Donc, les communes aussi ont des institutions telles que celles que je viens d'énumérer, qui doivent mettre en place. Donc, la période transitoire favorisera à favoriser la mise en œuvre, la mise sur place de toutes ces institutions. Je réponds donc par oui, lorsque on en était là, quand en 2017, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a révisé, a modifié le code foncier et domanial et a donc complété 5 ans de plus. Et donc, nous nous retrouvons à 10 ans de période transitoire ainsi. Donc, 10 ans de période transitoire ont suffi pour que toutes les institutions se mettent en place et que les dispositions des articles 17 et 18 puissent s'enclencher à partir d'août 2014. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'à partir de 2014... 2023, le 14 août. Le 14 août 2023, tous ceux qui n'auront pas de titre foncier se verront dépossédés. Je dis non, ça c'est une fausse information qui se distille par-ci, par-là, à travers les réseaux. Aucune loi, aucune disposition juridique ne l'a signifié. Je réponds par faux ici. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Allez-y. Alors, à partir du 14 août 2023, je disais que la loi met en œuvre, le gouvernement va mettre en œuvre les dispositions des articles 17 et 18 qui stipulent, qui énoncent quoi? Tout citoyen qui va vouloir, en français facile, vendre son immeuble, c'est-à-dire sa parcelle nue ou sa parcelle bâtie, toute personne qui va vouloir vendre une parcelle, que ce soit dans une zone rurale, que ce soit dans une zone lotie, c'est-à-dire viabilisée, cette personne doit avoir un titre foncier sur son immeuble. C'est ce que dit aussi simplement la loi. Est-ce une manière pour l'État ou les autorités de garantir une certaine sécurité autour de la vente des parcelles désormais? Ce n'est pas au-delà d'une manière. Il n'y a même pas à tergiverser sur ça. Il n'y a même pas à douter sur ça. Le titre foncier, de par sa définition, est définitif et inattaquable. Ça veut dire à partir du moment où votre bien immeuble est couvert par un titre foncier, vous avez la garantie. Au Bénin d'ailleurs, nous avons une intangibilité absolue. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un titre foncier, même en cas de fraude ou d'erreur, personne, y compris l'État, ne pourra plus vous retirer ce titre foncier. C'est des actions en indemnisation qui vont suivre. Voilà. Donc, cette disposition vise la sécurité totale. C'est vrai, il n'y a pas une sécurité totale à 100%, nulle part ailleurs, mais quand même, ces dispositions qui seront mises en œuvre à partir du 14 août visent à non seulement sécuriser les biens, mais à limiter, à diminuer de façon drastique les litiges fonciers. Voilà qui est bien clair, Daouda Moussé, mais cette réforme ne peut pas rester sans conséquence certainement sur le vécu des Béninois en ce qui concerne la gestion de leurs biens immeubles. Justement, à quoi doit-on s'attendre en termes d'effets? Alors, il y a des effets positifs et des effets indésirables. Au nombre des effets positifs, nous avons la sécurisation de nos biens immeubles. Une fois que nos terres sont couvertes par un titre foncier, je viens de le dire ici, dans la législation foncière béninoise, le titre foncier est définitif et inattaquable. Il est donc intangible. Même en cas de fraude, vous conservez votre titre foncier et c'est une action en indemnisation qui est ouverte. Donc, au nombre des effets positifs, nous avons la garantie, la
l'utilisation de nos biens immeubles. Et au nombre des effets positifs, nous avons la diminution des litiges fonciers. Et les effets indésirables. Les effets indésirables, il faut le dire aussi, il faut avoir le courage peut-être de le dire, à partir de cette date, du 14 août 2023, visiblement, le coût des parcelles va prendre un coup. Le coût des parcelles ça va prendre de la valeur, ça va prendre de la valeur parce que je suis Moussé Daouda, j'ai une parcelle non couverte de titres fonciers, je vends ça à 5 millions par exemple, mais dès lors que la loi m'impose d'aller prendre un titre foncier avant de la vendre, ça veut dire que je débourse de l'argent pour le titre foncier. Il n'est pas concevable il est inconcevable que je ne puisse pas augmenter, ajouter toutes les dépenses que j'ai eu à faire pour avoir mon titre foncier sur ce montant avant de la vendre. À combien s'élèvent environ les dépenses relatives au titre foncier aujourd'hui? Non, on ne peut pas quantifier. Celui qui vous dit ça, il ment parce que lorsque vous voulez faire un titre foncier sur un espace, une superficie de 500 mètres carrés, vous voyez que celui qui veut faire un titre foncier sur une superficie de 500 mètres carrés ne pourra pas payer les mêmes choses que celui qui veut faire un titre foncier sur une superficie de 5 hectares. Donc, c'est évalué principalement par le régisseur du foncier et des hypothèques selon les superficies. Donc, plus la superficie est grande, attendez-vous à payer plus. Alors, est-ce que les mesures sont prises aujourd'hui pour avoir une certaine célérité dans la délivrance des titres fonciers? Parce qu'on sait que dans un passé récent, pour avoir un titre foncier, il faut attendre longtemps. Aujourd'hui, est-ce que les procédures sont simplifiées pour vite libérer les acquéreurs de parcelles à avoir un titre foncier? Oui, l'Agence nationale du domaine et du foncier fait beaucoup déjà et je voudrais remercier le docteur Koublenou Victorin, le directeur général de l'ANDF, pour tout ce qui se fait, les innovations qui se font au niveau de cette agence qui est l'unique agence habilitée à délivrer les titres fonciers. Le code de façon foncier domanial, de façon réglementaire, donne 120 jours pour avoir son titre foncier. Alors, lorsqu'on n'a pas un titre foncier à temps, cela, il faut situer les responsabilités. Soit ça vient du requérant, du demandeur, soit ça vient parce que dans la procédure de la délivrance du titre foncier, il y a d'abord les acteurs, il y a d'abord le requérant, c'est-à-dire celui qui fait la demande. Il y a ensuite les géomètres experts qui interviennent, qui ne sont pas fonctionnaires de l'ANDF. Ils interviennent pour faire les bornages contradictoires. Et il y a enfin l'ANDF. Donc, si un problème survenait, ça pourrait être, par exemple, au niveau, je donne un exemple, au niveau du géomètre, qui est un acteur externe à l'ANDF. Si le géomètre, par exemple, n'amène pas le PV du bornage qu'il a eu à faire à temps, vous vous rendez compte qu'on va empiéter dans les 120 jours. Cela ne dépend pas de l'ANDF. Si le requérant également ne fait pas des pieds et mains pour quand même qu'on retrouve les limitrophes qui doivent être présents le jour du bornage contradictoire, lui-même, il en a pour quelque chose. Donc, c'est pour vous dire en réalité que nous avons plusieurs acteurs dans la délivrance du titre foncier. Le titre foncier ne prend plus de temps, mais lorsque un acteur, un maillon de la chaîne ne remplit pas, ne fait pas ce qu'il doit faire, on pourrait se voir au-delà du nombre de jours que la loi a prévu. Est-ce que dans le cadre de cette mise en exécution, le flux de demandes de titres fonciers ne pourrait pas jouer également sur le délai de délivrance des titres fonciers? Oui, je ne veux pas esquiver, je ne veux pas contourner cette question qui est la bienvenue. Dans mon ouvrage,
récents que j'ai mis sur le marché, j'ai fait des recommandations, j'ai attiré d'ailleurs l'attention des gouvernants par rapport aux effets, à l'un des effets indésirables de la mise en œuvre de cette disposition à partir d'août 2014, parce qu'en réalité, si nous demandons... Août 2023. Août 2023. Du 14 août 2023. Du 14 août 2023, merci. Si nous demandons effectivement à tous ceux qui veulent céder, veulent vendre leurs biens immeubles, d'avoir un titre foncier, il est évident donc que l'Agence nationale du domaine et du foncier soit bousculée, parce que c'est tout le monde, c'est une contrainte. À partir de ce moment, moi j'ai fait des recommandations pour dire, attendez, au gouverneur, il faut multiplier les annexes de l'ANDF. Vous savez, dans chaque département aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle Bureau communal du domaine et du foncier. C'est un démembrement de l'ANDF. Et donc, quand vous prenez chaque département, ceux qui ont leur terre dans ces départements ne viennent pas à la direction générale, à la direction de l'agence de l'ANDF, mais plutôt au lieu de situation dans le département. Si, au lieu d'avoir une seule agence dans un département, parce qu'un département, écoutez, ça fait plusieurs communes. Bien sûr. Et quand vous prenez par exemple, moi j'étais à Kouandé, il y a quelques mois, on me disait, expert, mais non, est-ce que vous pensez que c'est facile pour nous de quitter Kouandé pour un titre foncier et de faire des va-et-vient entre Kouandé, Puyonko et Nati Tengu, parce que sûrement l'annexe de l'agence ANDF se trouve à Nati Tengu. Donc vous voyez, si déjà on peut penser à multiplier les annexes pour rapprocher l'Agence nationale du domaine et du foncier des populations, ça serait un début de solution. Ça fait un. Et de façon technique, plus profonde, si on permettait aux régisseurs du foncier, de la propriété foncière et des hypothèques, c'est-à-dire les responsables, et l'un des responsables dans les communes qui reçoivent le dossier de titre foncier, si on permettait à ces responsables de traiter et même de valider le titre foncier, cela va contribuer à diminuer la lenteur dont nous parlons. J'ai aussi recommandé qu'il faut recruter plus d'agences à l'ANDF pour fluidifier, et comme vous étiez en train de le dire. Auquel cas, on va simplement déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. Parlons de déplacement de problèmes, justement. L'un des problèmes les plus connus pour notre foncier au Bénin, c'est la mafia, c'est l'insécurité foncière. Est-ce que vous pensez que cette obligation, avant cessibilité des immeubles aujourd'hui, sécurise l'acheteur qui, pour la plupart, est vulnérable dans ce système de vente? Alors, je voudrais déjà dire que dans la sécurisation du foncier au Bénin, l'Agence nationale du foncier a entamé depuis longtemps un certain nombre d'innovations, et aujourd'hui, le dépôt physique des dossiers, des demandes du titre foncier ne se fait plus, le dépôt, la demande ne se fait plus de façon physique, mais désormais, vous pouvez rester chez vous et envoyer et faire la demande du titre foncier. C'est une innovation. Vous parlez de la digitalisation. Je parle de la digitalisation. Il y a une plateforme qui a été créée, donc pour faire court, pour faire simple, la demande du titre foncier désormais est en ligne. Donc c'est une innovation et ça contribue, comme vous le savez, c'est pour répondre en partie à votre préoccupation, ça contribue déjà à accélérer le processus de demande, ça contribue aussi à la sécurisation et puis de façon claire, vous êtes chez vous, vous voulez acheter une parcelle. Et vous êtes sûr désormais que celui qui veut vous vendre
la parcelle est le véritable propriétaire. C'est l'intérêt, ça. Et ça participe de la sécurisation. Vous êtes sûr parce que lorsque la personne détient un titre foncier, vous portez ces deux innovations pour, à partir de 2000, à partir du 14 août 2023, ces deux contraintes. La première, il faut avoir un titre foncier avant de vendre. La deuxième, la transaction doit se faire devant le notaire. Il n'y a plus de transactions à aller faire vers les communes. Et là, vous êtes assuré qu'il n'y a pas Absolument. mal d'hommes. C'est un officier public. Il est revêtu, il est revêtu de cette qualité. La loi a désigné le notaire pour ça. Il vous donne l'authenticité des documents. Donc, la première chose qu'il faut retenir par rapport à la date, à cette date, c'est que avant de vendre, il faut avoir un titre foncier. Et la deuxième, lorsque vous voulez vendre, il faut aller vers le notaire. Donc, lorsque vous allez vers le notaire, lui, il fait ce qu'on appelle l'état descriptif de l'immeuble qu'on s'apprête à vous vendre. Une fois que l'immeuble est déjà couvert d'un titre foncier, le notaire entre dans leur plateforme, un notaire, et il questionne l'immeuble. C'est acquis. Est-ce que la personne a déjà contracté un prêt à la banque? Est-ce que les dimensions qu'on m'a dites sont vérifiables, sont exactes? Est-ce qu'il n'y a pas un litige foncier autour? Mais dès que vous avez la garantie de tout cela, vous voyez que vous êtes en train d'acheter en toute sécurité votre parcelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Expert, dites-nous, malgré tous ces mécanismes-là qui sont prévus, il y en a quand même qui trompent la vigilance de certaines populations et qui continuent de vendre des parcelles à plusieurs personnes. J'ai lu dans la presse au cours de la semaine quelqu'un qui a vendu la parcelle de son père à une dizaine d'acheteurs et qui s'est retrouvé en prison. Et désormais, lorsque tout ça là échoue, on se retrouve devant le tribunal. On a désormais un tribunal qui est dédié aux affaires foncières dans notre pays. Ça a changé quelque chose pendant ce laps de temps que c'est installé déjà. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau? Non, vous parlez de la Cour spéciale des affaires foncières. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire, le problème dont vous évoquez ici, c'est pour mettre fin à ça. Et dans l'impossibilité de mettre fin à ça, c'est pour diminuer de façon drastique ces genres de cas que la loi exige désormais qu'on ait un titre foncier avant de pouvoir vendre son immeuble. Et comme je le disais, celui-là qui a vendu un seul immeuble à plusieurs personnes, si l'immeuble était couvert par un titre foncier, il allait chez le notaire et le notaire va vérifier à qui appartient l'immeuble en question. Donc ça limite systématiquement les cas de vente multiples à plusieurs personnes. Alors, la Cour spéciale des affaires foncières, ce n'est pas la seule institution ou le seul organe juridique qui tranche désormais les questions foncières en République du Bénin. Les autres tribunaux, les autres juridictions ordinaires continuent de trancher aussi les questions, les conflits fonciers en République du Bénin. Je vais parler des tribunaux, je vais parler des cours, exactement, je vais parler des cours, je vais parler des cours d'appel, je vais parler de la Cour suprême, etc. Ici, la juridiction, la Cour spéciale des affaires foncières, a été créée pour juger des affaires foncières dans certaines communes. Elle n'a pas une compétence nationale. Elle a à peine 9 communes dans lesquelles, au lieu de juger les conflits fonciers dans les cours des tribunaux, il faut les amener. C'est des communes où le problème est criard. La loi, les gouvernants estiment que ce sont des communes où le problème est criard, où nous avons beaucoup de conflits. Mais je profite de votre
antenne pour attirer l'attention des gouvernants du législateur que, à propos, c'est un souhait au législateur, au président de la République, à propos de cette Cour spéciale des affaires foncières, il faut forcément généraliser la compétence de la Cour spéciale des affaires foncières. Parce qu'en réalité, une loi a une portée générale. La loi est impersonnelle, elle est générale. Et toutes les fois qu'on prend une loi pour régler un problème ponctuel, on en crée d'autres ailleurs. Si nous ne voulons pas que ces conflits se multiplient ailleurs, il va falloir que le législateur fasse de la loi qui a créé la Cour spéciale des affaires foncières une cour à compétence nationale. Et le décret d'application pourrait maintenant venir dire les conditions dans lesquelles elle va exercer dans les autres départements, au lieu qu'elle ait une compétence très réduite alors que c'est une loi. Daouda Moussé, nous allons aller à au deuxième grand axe de nos discussions. Mais avant, j'aimerais vous faire très rapidement cette question. Est-ce à dire, comme le disent beaucoup de gens, que désormais ceux qui ont plusieurs parcelles, juste après le 14 août prochain, auront des impositions élevées, auront à payer beaucoup d'impôts? Non, le problème ne se verra pas ainsi. Pour faire court, pour que les téléspectateurs comprennent, la notion d'impôt n'a pas d'effet ici sur les dispositions qui vont entrer en jeu. Pourquoi ça n'a pas d'effet? Monsieur le journaliste, vous avez 2 chambres, un salon, vous payez un montant d'impôt. J'ai 2 chambres, un salon, de même superficie que la vôtre, votre maison. Mais moi, j'ai 2 chambres, un salon fois 10. Si vous payez 10 000 francs pour votre seul bâtiment, moi je vais payer 10 000 francs fois 10. Donc, ce ne sont pas les dispositions qui vont entrer en vigueur qui feront que les impôts vont s'augmenter. Donc ça n'a rien. Plus vous avez de la matière, plus vous payez d'impôts. Et voilà qui est clair. Nous allons passer, comme je l'ai dit, Franck, à la deuxième phase de nos discussions avec notre expert foncier. Nous allons nous atteler cette fois sur cette décision qui remonte à 3 ans déjà, la décision de 2020, qui demande aux populations de libérer les espaces publics, les domaines publics, avec à la clé l'opération de déguerpissement, je voudrais dire. Et récemment, une autre décision du ministère concernant le ministère du cadre de vie et du développement durable fait continuer par respecter cette norme. D'abord, dites-nous, que peut-on comprendre justement par domaine public, domaine de l'État, domaine que nous ne pouvons pas occuper? Merci une fois encore, monsieur le journaliste. Le domaine public, c'est l'ensemble des espaces ou des dépendances domaniales qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables, qui appartiennent à l'État exclusivement ou aux collectivités et qui sont soumis au régime juridique et contentieux de droits administratifs. Pour le profane. Alors, ce sont des espaces qu'on ne pourra jamais vendre, qu'on ne pourra jamais saisir, qu'on ne pourra jamais occuper si l'État ou la commune ne vous donne pas l'autorisation. C'est à l'inverse du domaine privé. Le domaine privé, c'est le domaine qui appartient à chaque citoyen. C'est le domaine que vous aviez acheté. Alors que le domaine public, on vient de dire qu'il est inaliénable, qu'il est invendable en réalité. Donc, à partir du moment où moi, je sors de l'argent pour acheter une parcelle, cette parcelle-là, elle est à moi. Mais le domaine, la parcelle que je ne peux pas acheter,
elle est à l'État ou aux collectivités territoriales. Et on ne parle pas de parcelles là, on parle de domaines. Alors, vous dites que les domaines publics appartiennent à l'État, c'est bien cela. Cela voudra-t-il dire que les collectivités territoriales, à savoir les communes, les départements et régions ailleurs, n'ont-elles pas aussi de domaines qu'on peut qualifier de publics? Non, je viens de le dire, les dispositions des articles 266 et 267 du Code foncier et domanial sont claires. Les communes également ont leur domaine public. Sauf que, comme on le dit, malgré que ce sont leurs domaines publics, les collectivités territoriales, les communes ne peuvent pas aussi vendre ces domaines publics, puisque les communes également ont des domaines privés qu'elles peuvent vendre. Comme l'État aussi a des domaines privés que l'État peut vendre. Comment on fait la différence? Comment on sait qu'un domaine est public appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales, ou qu'un domaine appartient à l'État ou aux collectivités territoriales mais accessible? Alors, les domaines déjà qui font partie d'une commune, ça veut dire la commune est territorialement compétente pour dire que ici c'est mon domaine public. Alors, comment on reconnaît ça? Il faut rappeler qu'on a deux catégories de domaines publics. Oui. Il y a le domaine public naturel, c'est pour reconnaître ça, évidemment, comme vous le demandiez, et le domaine public artificiel. Le domaine public naturel, c'est ces espaces qui n'émanent pas de la main humaine, dont l'humain n'a pas travaillé sur, exemple, les marigots, les bas-fonds, l'espace aérien. Tout cela n'émane pas de l'homme. C'est naturel. Ils sont considérés comme des domaines publics naturels de l'État. Et donc, insaisissables, imprescriptibles et invendables. Et la deuxième catégorie de domaines, nous avons les domaines publics artificiels. Ce sont tous ces domaines qui émanent de la main de l'homme. Les routes, elles sont fabriquées, elles sont faites par les hommes. Les espaces publics, la place de l'Étoile Rouge à Cotonou ici, la place Goro à Abomey, la place Bioguera à Parakou, etc., etc. Ce sont ces domaines qu'on appelle là des domaines publics artificiels. Les espaces, les dépendances de nos maisons. Vous voyez, dès que vous sortez, le premier pas que vous mettez dehors, quand vous ouvrez votre portail, le premier pas, le tout premier pas, vous tombez dans le domaine public artificiel de l'État. Alors, je voudrais qu'on reste au niveau des collectivités et territoriales. Il arrive que des maires prennent quand même des actes administratifs sur des domaines publics. Comment on peut l'expliquer? Oui, les maires ont, aujourd'hui nous parlons des SE, des secrétaires exécutifs, ont, la loi leur confère le droit de prendre des actes administratifs sur des domaines publics tels que, par exemple, protéger ces domaines publics, c'est-à-dire faire des titres fonciers sur des domaines publics de la commune. C'est un acte administratif qui est pris. Interdit l'accès à telle ou telle place qui est considérée comme domaine public. Oui, le SE ou le maire également peut prendre des actes administratifs à ces effets. Alors, seulement que ça s'arrête là, aucune autorité communale ne peut prendre un acte administratif au fin de vendre le domaine public. Parce que, comme on vient de le définir, il est invendable, il est imprescriptible, il est insaisissable.
En quoi cela dérange l'État, Daouda Moussé, que la pauvre dame sorte quelques étalages pour vendre son beignet au coin de rue, excusez ce chat dans ma gorge, que quelqu'un, pour les besoins de subsistance, reste aux abords d'une voie pour pouvoir faire un tout petit commerce, il ne prend que quelques petits mètres carrés. Pourquoi cela dérange l'État? Certes, c'est le domaine public, mais pourquoi vous, expert foncier, quel est votre avis là-dessus? Oui, je partage, j'ai les mêmes appréhensions que l'État béninois. Et ça m'étonne que cette question aussi vienne de vous. Ça veut dire que pour vous avez une ruelle, une vent qui est bien bitumée. L'État a investi des milliards de francs pour construire des vents qui passent devant nos maisons. Et donc, je vous dis tout à l'heure que lorsque vous ouvrez votre maison, le premier pas que vous déposez, il n'y a pas cette histoire de 2,50 m que la loi me donne. Non, 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 nous voyons même de grands professeurs, de grands intellectuels qui estiment qu'ils ont 1,50 m après leur bonne. Ils ont 2,50 m qui leur reviennent après les bonnes après leur portail. Non. Lorsque vous finissez les bornes, votre superficie s'arrête au niveau de vos bornes. Et donc, lorsque vous mettez le premier pas dehors, vous ouvrez votre portail, votre portillon, vous tombez sur le domaine public. Ça veut dire que, bon, vous avez 100 portails le long d'une ruelle, d'une vent, donc chacun des propriétaires peut donc sortir, créer un étalage et puis commencer à occuper les dépendances, vendre, en fait un marché pendant qu'on est en train de créer les marchés à tout le monde où on devait vendre. Ils créent un autre marché et puis quand ils finissent, celui qui va vendre du riz vend, celui qui va vendre de l'oignon vend. Le marché peut recevoir tout le monde. Quand ils finissent, ceux qui ont envie de vendre des produits. Quand ils finissent de vendre leur riz et autres, alors ils déversent le reste du riz sur le goudron, sur la voie pavée, ils jettent de l'eau. Celui qui est en train de vendre de l'orange, il finit de peler, alors il verse et il retourne chez lui. Donc vous pensez que un État sérieux peut autoriser, permettre cela, alors que nous évoluons, nous tendons, le gouvernement du Parti Talon tend à faire de Cotonou des grandes villes, des villes résilientes, où la vie est bonne, l'air est bien, etc. Nous voulons des villes résilientes et pour le faire, il ne faut pas tolérer que des gens fassent de nos dépendances, de nos espaces publics, des marchés. Alors, on vous aura compris sur le sujet. Mais dites aux téléspectateurs, qui peut finalement occuper le domaine public sans être inquiété? Alors, l'occupation du domaine public répond en réalité à 3 normes. Il y a ce qu'on appelle les permissions, les autorisations du domaine public. Le sens même du domaine, l'expression même du domaine public, c'est quoi? On dit que la chose est publique. Ça voudrait dire, dans un premier sens, que tout le monde peut aller occuper ce domaine. Parce qu'il est public. Ça veut dire qu'il n'est pas privé. Monsieur le journaliste, lorsque vous avez une parcelle, vous achetez une parcelle, vous y implantez votre plaque. Le jour où vous faites un saut et vous me voyez assis au milieu de votre parcelle, vous me renvoyez systématiquement si vous voulez. Mais vous venez à la place de l'Étoile Rouge, vous me voyez assis avec un bouquin. Même le préfet n'est pas habilité à me chasser dans les règles là, s'il n'y a pas une dérogation. Ça veut dire quoi? Le domaine public répond donc à 3 normes. Il y a les autorisations. Et l'exemple le plus banal, c'est que tout le monde, sans permission, sans autorisation, peut occuper
certains domaines publics, tels que l'Étoile Rouge, tels que la place Biogera. Aller se reposer, Absolument. rentrer chez soi. Absolument. Tels que la place Biogera, tels que la place Goro. Ça, c'est la première norme du domaine public, ça. De l'occupation du domaine public. La deuxième, le domaine public obéit à des restrictions. Le domaine public obéit à des restrictions. Ça veut dire quoi? Le centre hospitalier, le grand centre de Cotonou, de santé de Cotonou. Vous voulez parler du centre Hubert Koutoukoumaga? Les autres, le centre universitaire, je veux parler du campus. Les écoles, les universités sont également des lieux publics, mais soumis à des restrictions. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas voir quelqu'un maintenant entrer avec son vélo et entrer dans un hôpital et commencer par crier, ou bien il est là, il ne fait rien, il n'est pas venu voir un malade, on ne sait pas ce qu'il est venu voir, le vigile va le faire sortir. Donc, il y a des lieux publics, ils sont publics, pourtant, ils sont soumis à des restrictions. Et la troisième norme, le domaine public obéit aussi à des interdictions. Malgré qu'il soit public, on parle encore d'interdiction. Et si vous le voulez, il y a des notes, des communiqués, des notes ici qui sont sortis pour dire, écoutez, à partir de 22h, à partir de 23h, il est interdit aux véhicules gros porteurs de passer par tel chemin. Alors que ces chemins sont des lieux publics. Donc, on a interdit, malgré qu'ils soient des domaines publics, on a interdit à certains acteurs. Le domaine de public, passer. ça nous appartient à nous tous, non? C'est pourquoi on a donné des exemples ici. Il y a des limites à observer. C'est parce que ça vous appartient que vous pouvez aller à l'Étoile Rouge pour vous asseoir, monsieur le journaliste, sans prendre une autorisation. Mais je vous ai expliqué les trois normes auxquelles le domaine public a obéi, parce que bien vrai que ça soit public, il faut veiller à ça. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas dénaturé. Il faut veiller à ce que n'importe qui ne vienne pas faire n'importe quoi. Maintenant, qui est habilité à encadrer, à réglementer l'accès ou non? Parce qu'on voit parfois des maires édicter des règles, prendre des arrêtés pour organiser un espace public, l'accès ou non. Oui, ça là, vous entrez dans un autre domaine et vous parlez de la police administrative du domaine public. Et la police administrative du domaine public, qui est différente de la police républicaine, de la police qui s'occupe de notre sécurité quotidienne, c'est la compétence revient au préfet et au maire de gérer la police administrative. C'est soit le préfet, soit le maire qui peut interdire. Vous voyez, à l'occasion de certaines manifestations, le préfet ou bien le maire prend son arrêté pour dire, il prend une décision pour dire non, et vous ne faites pas votre manifestation ici, et plutôt là-bas, ou bien carrément il dit non, vous ne le faites pas. Donc, ce sont ces deux autorités qui sont habilitées à gérer la police administrative des espaces publics, c'est-à-dire le préfet et le maire. Alors, si ce que vous dites est aussi vrai et devrait être respecté par tout le monde, la tendance aujourd'hui, c'est qu'on observe des gens qui ne prennent pas la moindre autorisation et qui s'installent sur des domaines donnés. Mais les autorités communales, au lieu de leur interdire cela, se contentent de percevoir quand même des tasses. Ce qui fait que, bon, on est là, tout peinard, mais du jour au lendemain, on voit des engins qui débarquent et qui déguerpissent les populations dans une atmosphère pas trop appréciable. Comment vous l'expliquez? Alors, le code foncier et domanial et les tests subséquents sont clairs au sujet de ce que vous évoquez. Est-ce que le domaine public peut être occupé, même à des fins commerciales? Oui, mais sous autorisation. Oui, mais sous autorisation. Ça veut dire quoi? Toutes les fois
que vous ne prenez pas d'autorisation auprès de l'autorité compétente avant d'occuper un domaine public, vous êtes considéré comme un occupant illégal. Mais attention, bien que vous soyez un occupant illégal, toutes les fois que vous exercez pour des fins lucratives, vous faites un commerce, une autre loi vous frappe. Celle qui vous invite à payer vos taxes. C'est-à-dire, oui, vous occupez légalement une dépendance publique, vous payez les taxes pour ça. Vous occupez illégalement, vous payez aussi les taxes pour ça. Toutes les fois que vous exercez, vous faites une activité commerciale, le législateur ne veut pas voir d'abord si vous avez occupé légalement ou illégalement. Vous faites une activité, vous payez pour ça. Maintenant, puisque vous occupez illégalement, toutes les fois que la commune ou l'État, parce que c'est son domaine, la commune ou l'État aura besoin de son espace, il va vous déguerpir. Avec des bulldozers pour détruire le patrimoine de ces occupants, quoi qu'illégaux? Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est claire, on n'occupe pas le domaine public sans avoir d'autorisation. Et lorsqu'il est sali, lorsqu'il est endommagé, c'est la responsabilité de qui? La responsabilité de la destruction du domaine public incombe à l'État central. Et l'État central, pour se couvrir, alors interpelle le préfet. Le préfet, à son tour, interpelle les maires. Donc, le citoyen que vous êtes, vous pouvez interpeller même l'État central parce que les voies ont été dégradées. Par quel mécanisme? Souvent, ce sont des cris de cœur, des alertes. Absolument, vous pouvez saisir. Sur les radios. Absolument, les voies qui permettent aussi rapidement d'interpeller. Donc, l'État est garante de notre sécurité, y compris de la préservation de ce que nous avons comme bien. Et c'est pourquoi, à tout bout de champ, les autorités compétentes, les collectivités, les communes, le préfet doit veiller à ce que les domaines publics ne soient pas anarchiquement pris. Alors moi je connais un carrefour quelque part dans le Bénin où c'est un camion en transit qui a heurté disons un lampadaire et qui a détruit la chaussée à un niveau donné, mais jusqu'aujourd'hui c'est resté tel. On n'a pas cherché à réparer. On a dit qu'on a vu celui qui l'a fait, le conducteur qui l'a fait, mais on n'a pas réparé jusqu'aujourd'hui. Comment se fait-il que quand ces genres de situations se produisent, on n'a pas la force publique pour amener les gens à réparer rapidement? Parce que c'est à nous, c'est à vous, c'est à William, ce sont des investissements qui appartiennent à tout le peuple béninois. Oui, je ne pense pas, mais je sais que vous êtes, en tant que journaliste d'investigation, vous êtes très bien placé pour poursuivre les investigations et savoir ce qui s'est passé. Mais je peux déjà vous rassurer que ça ne se passe pas comme ça. C'est sûr que systématiquement, vous parlez d'une situation pénale, hein, lorsque vous dégradez à ce niveau, vous brisez les poteaux électriques, les fils, ou vous dégradez les voies bitumées, vous passez d'une simple contravention à des peines pénales. Et c'est systématique. Donc c'est sûr que le propriétaire de ce gros porteur serait déjà interpellé et comme c'est une destruction, on va lui dire évidemment de payer pour. Et ensuite, on va chercher à réparer. Et quand il n'en Ça a pas les pourrait prendre moyens? du temps.
non, s'il n'a pas les moyens, il fait les frais. Ce qui est sûr, on pourrait peut-être confisquer son bien et même interpeller. Pour l'obliger à payer. Et aller jusqu'à interpeller et faire la contrainte par corps du propriétaire de ce groupe hôtel. Rassurez-vous que ça ne se fait pas de façon à ne pas punir les autorités. Alors, les dernières minutes de cette émission, le temps s'en est allé. Vous avez parlé des 2 mètres après la construction, après les bornes, qui, pour certains, leur appartiendraient. Ils pourraient utiliser ces 2 mètres-là après leur maison. Alors, qu'en est-il des... Par exemple, vous construisez votre maison, c'est que généralement, on construit les puisards dehors. On ne peut pas profiter de ces 2 mètres-là pour construire ces puisards dehors, ces fosses dehors, en dehors de la maison? Oui, je veux que vous soyez plus précis. J'ai dit tout à l'heure que ceux-là qui pensent... Oui, je suis d'accord. Je dis la même chose. Ils pensent qu'en dehors de leur maison, ils bénéficient encore de quelques mètres. Oui, on profite de cette émission aujourd'hui pour dire aux millions de téléspectateurs de Béninois qu'en dehors de leur borne, ils n'ont plus d'espace. Ils sont en train d'utiliser le domaine public de l'État. Donc, il ne leur revient nullement de poser des puisards en dehors de l'espace qu'ils ont acheté. Il faut le faire à l'intérieur. Il faut le faire à l'intérieur. Et si tout le monde, chaque maison doit poser des puisards devant sa maison. Et les fleurs, les fleurs d'ornement. C'est l'idée même du législateur quand on vous dit qu'on vous réserve 1,50 m, 2 mètres de votre devanture. C'est pour embellir la ville. C'est pour poser des arbres, etc. Ça s'arrête là. Et pour balayer aussi chaque matin, ça s'arrête là. Nul ne doit occuper ces espaces-là à d'autres fins. Donc c'est interdit strictement de quitter son domicile, sa superficie et d'implanter un espace de puisard en dehors de sa concession. Nous sommes dans les derniers carats de cette émission, comme Franck le disait. Daouda Moussé, il l'a rappelé, vous êtes auteur d'ouvrages, il faut le préciser. Vous avez déjà 2 à votre actif pour sensibiliser davantage les populations béninoises sur le foncier. Le premier est sorti en 2020 et intitulé Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes. Et puis le second ouvrage paru dans ce mois de juillet. J'ai envie de vous dire que sur le sujet, la documentation n'est pas assez fournie et même les spécialistes ne sont pas nombreux. Nous, les médias, nous essuyons beaucoup de sueur avant d'en trouver. Très jeune alors, vous vous êtes illustré de façon remarquable dans ce domaine. Quel est le secret de votre si grand attachement aux questions liées à la terre, même si on sait que vous êtes aussi fiscaliste? Merci beaucoup. Le temps imparti n'est plus beaucoup. Le secret, c'est la persévérance, c'est l'humilité. Et moi, je dors, je travaille. Et quand les experts, mes devanciers, sont en éveil, je travaille avec eux jusqu'à ce qu'ils dorment. Et quand ils sont en train de dormir, moi, je continue de travailler. C'est ça le secret. Je voudrais dire ici que chacun de nous doit avoir des objectifs et que rien ou personne ne détourne dans notre vie. Vous faites un travail que vous ne percevez pas, vous les journalistes. Vous savez, moi déjà, à travers ces ouvrages que j'ai mis sur le marché, je ne me compare même plus à un professeur d'université. Je suis plus qu'un professeur d'université. Vous savez pourquoi? Le professeur d'université, il a dans une salle, il a à peine 2000 personnes à enseigner. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est 9 millions de Béninois et des étrangers qui nous suivent. Nous sommes en train de conscientiser. Et lui, en tant qu'agrégé ou titulaire, lorsqu'il finit dans cette classe, il le fait en français. Et nous ici, quand nous finissons, nous pourrions le faire dans toutes les langues.
Donc, nous sommes de véritables professeurs, des enseignants. À l'université aussi, de bouche à oreille, le message qui est passé en amphi, de bouche à oreille, c'est passé dans beaucoup d'autres oreilles. Et c'est pour former des spécialistes qui, en retour, sont au service de la société. Oui, je suis en train, en réalité, de dire la sensibilisation que nous faisons ici, n'est pas une sensibilisation pour une cible. Et la cible est grande. L'audience est grande, pendant que dans les salles de classe, vous avez votre cible. C'est ce que je veux simplement dire pour dire que nous sommes de véritables acteurs de la conscientisation de la vie. Et moi, je suis fier d'avoir été auteur des ouvrages et d'avoir, n'est-ce pas, immortalisé le nom de famille que je porte et en réalité de me faire une... D'accord, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Alors, avec ce que fait l'État béninois, le gouvernement, j'allais dire, et vous-même, votre rapport, est-ce que vous avez l'impression que la gestion du foncier aujourd'hui, que les choses s'améliorent? Il y a 10 ans passés, le titre foncier, une seule personne, plusieurs personnes peuvent avoir des titres fonciers sur une seule parcelle. C'est-à-dire une seule parcelle. On a plusieurs titres fonciers sur ça. Depuis le régime de son Excellence Patrice Talon, cela est révoqué. Et ça participe à la sécurisation foncière. Les innovations créées par l'agence, par la NDF, sont énormes. Il suffit d'aller sur la plateforme pour en découvrir. Donc, à grand jamais, nous avons révolutionné. Le président Patrice Talon a révolutionné. Il continue, puisque nous avons parlé de la Cour spéciale des affaires foncières, même si j'estime qu'elle doit avoir une compétence nationale, j'insiste sur ça. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez vu, on a lancé les opérations de lotissement, remembrement dans la ville. On a fait du titre foncier, elle est digitalisée, il est digitalisé aujourd'hui. Les procédures sont claires, les coûts des prestations sont en train d'être harmonisés et diminués. Donc, nous avons considérablement évolué et c'est à l'actif du gouvernement, notamment de son président. C'est votre actif aussi d'être venu vous prêter à nos questions sur Zone Franche, Canal 3 Bénin, ce dimanche. Merci à vous, Daouda Moussé, SPF, foncier, juriste, fiscaliste et auteur d'ouvrage. Merci à vous aussi, Franck Aounou, avec qui nous avons eu cet entretien. Nous vous revenons dimanche prochain. Vous connaissez les canaux de rediffusion de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.